Spielberg, Kubrick, Nolan, qui a fait le meilleur film de guerre? Vous connaissez forcément la plupart de ces réalisateurs de légende. Leurs noms, Steven Spielberg, Christopher Nolan, Oliver Stone, Terrence Malick, Stanley Kubrick, Francis Ford Coppola, Clint Eastwood, Ridley Scott, Sam Peckinpah, la liste n'est évidemment pas exhaustive. Du drame au film historique, voire même la pure comédie, ces maîtres du cinéma ont excellé dans presque tous les genres de films. Mais s'ils ont bien un point commun, c'est d'avoir chacun réalisé un film de guerre mémorable, un genre qui est même devenu un passage obligé pour tout cinéaste de renom. Et quel film! En voici 10 avec cette question ultime, quel réalisateur a fait le meilleur film de guerre? En avant, en route! Il faut sauver le soldat Ryan de Steven Spielberg. Le débarquement allié, comme on ne l'a jamais vu. C'est avant tout l'expérience humaine et morale de la guerre qui intéresse Steven Spielberg. La période 39-45 m'obsède, car l'Amérique, qui avait déjà perdu son innocence plusieurs fois, l'a abandonné à jamais pendant la Seconde Guerre mondiale, expliquait le cinéaste dans une interview accordée à l'Express en septembre 1998. Je voulais rendre hommage à tous ces jeunes garçons qui n'avaient jamais quitté leur ville, ne parlaient pas d'autre langue que l'anglais et ont été jetés directement sur Omaha Beach. Je voulais illustrer le choc brutal des cultures, je ne voulais pas venir avec mon équipe pour glorifier ce qui s'est passé. J'ai essayé de rester fidèle et cru, racontait Spielberg. Le credo était simple, livrer un film de guerre ultra réaliste et sans concession. Paris réussit au-delà des espérances avec un film gorgé de morceaux d'anthologie, dont la séquence du débarquement à Omaha Beach, qui dure 20 minutes, assurait déjà à elle seule la postérité du film. Tourné en Irlande avec plus de 1000 figurants, dont 250 soldats de l'armée irlandaise et même une trentaine de personnes amputées jouant des soldats mutilés, le résultat hallucinant a fait date dans l'histoire du cinéma. Et il est même décuplé par le travail tout particulier effectué sur les impacts sonores des balles qui déchiquettent les chairs. En fait, l'effet de cette séquence fut si foudroyant pour les vétérans du D-Day qui découvrirent le film qu'un numéro spécial de téléphone fut mis en place par le Department of Veteran Affairs, l'équivalent de notre secrétariat d'État aux anciens combattants, pour recueillir la parole de ces soldats traumatisés par le film qui venaient brusquement de raviver de douloureux souvenirs. Les Sentiers de la gloire de Stanley Kubrick, le meilleur film jamais consacré à la guerre de 14-18. Dans tous ces films, Stanley Kubrick envisage le monde comme une vaste arène où s'affrontent une multitude de forces qui ne sont pas extérieures à l'homme, mais reflètent sa propre dualité. La dualité de l'homme, donc, le bien et le mal, et non pas le bien ou le mal, clé de voûte de toute l'œuvre de cet immense cinéaste. Dans cette logique, il n'est finalement pas étonnant que le réalisateur débute sa carrière en signant avec son premier long métrage, un film de guerre, Fear and Desire, en 1953. 4 ans avant Spartacus, la première collaboration entre Stanley Kubrick et Kirk Douglas accoucha déjà d'un chef-d'œuvre absolu, sans doute le meilleur film jamais consacré à la Première Guerre mondiale, Les Sentiers de la gloire. Un film inspiré d'une authentique affaire des annales militaires, un général français avait fait tirer sur son propre régiment parce qu'il refusait de sortir des tranchées lors d'un assaut impossible avant de faire exécuter 4 caporaux en mars 1915. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Que ces hommes sortent d'ici! À la différence d'un film de guerre classique, on ne voit jamais l'ennemi dans les Sentiers de la gloire. Ici, l'opposition ne se passe pas entre deux camps, mais entre les officiers et les soldats d'un même camp. Les uns jouant leur promotion, les autres leur vie, comme ces malheureux qui seront fusillés pour l'exemple. Et au milieu, des hommes comme le colonel Dax, puissamment incarné par Kirk Douglas, certes impétueux et impulsif, mais idéaliste et profondément humain. Mais mon général, ce ne sont pas des lâches. Donc si certains n'ont pas quitté les tranchées, c'est sans doute parce que c'était impossible. Sans démagogie ni manichéisme, pourfendant les mécanismes imparables et aberrants de la justice militaire, le film de Kubrick est aussi un puissant vecteur de valeurs intemporelles et universelles comme la paix, la justice et l'équité. 68 ans après sa sortie, la démonstration reste toujours aussi brillante. Dunkerque de Christopher Nolan. Plus qu'un film de guerre, un pur survival. Pour Christopher Nolan, l'idée de faire un film de guerre remonte à l'adolescence. Tout a commencé par une traversée en bateau à voile et avec 2 amis de la Manche. Pourquoi? Pour s'imprégner de cette époque, expliquait-il. C'est l'une des choses les plus difficiles, les plus effrayantes que j'ai vécues. J'ai été extrêmement soulagé d'arriver en un seul morceau, alors même que personne ne nous bombardait. La simple idée de refaire le même trajet en pleine zone de guerre est totalement impensable. Dunkerque, c'est l'histoire d'une évacuation et de survie. Nolan a donc surtout pensé son film comme un pur survival plutôt qu'un film de guerre au sens où on l'entend généralement. Voilà pourquoi on ne rencontre pas les Allemands dans le film et pourquoi les ressorts narratifs sont ceux de la survie plutôt que ceux de la politique, expliquait le réalisateur à la sortie du film. S'il ne raconte effectivement pas par le menu les détails de l'opération Dynamo, nom de code donné à la plus grande opération d'évacuation militaire jamais organisée de toute l'histoire militaire, qui a permis de sauver plus de 330 000 hommes dans des conditions dramatiques, Dunkerque n'en offre pas moins une expérience sensorielle et viscérale proprement sidérante et haletante, à laquelle la partition de Hans Zimmer apporte même une dimension hypnotique.
Couronné par 3 Oscars et récoltant plus de 533 millions de dollars au box-office international, Dunkerque avait attiré en France plus de 2,5 millions de spectateurs, soit le 5e meilleur résultat de Nolan chez nous, juste derrière Interstellar. Preuve qu'on peut faire un film exigeant et éloigné des canons du genre, tout en rencontrant un grand succès public et critique. Platoon d'Oliver Stone. Le film sur la guerre du Vietnam ? La guerre du Vietnam est une source quasi inépuisable du cinéma américain, avec plus ou moins de bonheur d'ailleurs. Mais Platoon d'Oliver Stone est un chef-d'œuvre qui a fait date. Engagé au Vietnam, Oliver Stone fut marqué à jamais par son expérience du conflit. C'est en décembre 1969 qu'il eut l'idée de faire Platoon, mais personne ne voulut produire son script, jugé à l'époque trop dur, trop noir et déprimant. Premier film d'une trilogie en devenir consacrée au Vietnam, avec Né un 4 juillet sorti en 1990, puis Entre ciel et terre en 1994, poignant et cruel récit d'initiation mis en scène avec une rare puissance et réalisme, Platoon est porté bien évidemment par Charlie Sheen, mais surtout par Tom Berenger et Willem Dafoe, absolument exceptionnels dans leurs incarnations de deux personnages que tout oppose. Allô, tu ne fais pas partie d'un peloton d'exécution. L'idée géniale de Stone étant de les faire jouer des personnages à l'opposé de ce que ces deux acteurs avaient l'habitude de jouer jusqu'alors. Exit les rôles de personnages sympathiques pour Berenger et place au sergent psychopathe Barnes à la gueule couturée de cicatrices. A l'inverse, Willem Dafoe était habitué à jouer les rôles de méchants, comme celui de police fédérale Los Angeles chez William Friedkin. Ici, il joue au contraire le bienveillant et humain sergent Elias. Couronné par 4 Oscars, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur, Platoon reste 39 ans après sa sortie un des meilleurs films de guerre jamais réalisés, mais aussi l'un des meilleurs jamais consacrés à la guerre du Vietnam. Il coupera d'ailleurs l'herbe sous les pieds de Stanley Kubrick, qui sortira Full Metal Jacket un an plus tard et souffrira à l'époque de la comparaison avec son prédécesseur. Il faudra quelques années avant qu'il ne se hisse lui aussi légitimement au rang de chef-d'œuvre et de film culte. La chute du Faucon Noir de Ridley Scott. L'anatomie d'une guerre moderne. Après avoir tâté à peu près tous les genres possibles au cinéma, du drame historique au péplum, en passant par la science-fiction, le thriller et le film policier, Ridley Scott signe à 64 ans, avec La Chute du Faucon Noir, un film de guerre qui fera date par son approche ultra-réaliste des combats et son esthétisme global, source d'inspiration pour toute une génération de cinéastes et même de créateurs de jeux vidéo. Tourné entre mars et juillet 2001, le film sortira dans une Amérique en guerre et meurtrie par l'attaque du 11 septembre. Relatant un fait réel, La Chute du Faucon Noir est directement inspiré du livre Black Hawk Down, A Story of Modern War de Mark Bowden, journaliste réputé, qui est également co-scénariste du film. Le 3 octobre 1993, avec l'appui des Nations Unies, une centaine de marines américains de la Task Force Ranger est envoyée en mission à Mogadiscio, en Somalie, pour assurer le maintien de la paix et capturer les 2 principaux lieutenants et quelques autres associés de Mohamed Farah Aidid, un chef de guerre local. Cette opération de routine vire rapidement au cauchemar lorsque les militaires sont pris pour cible par les factions armées rebelles et la population. Si les scènes de combat sont effectivement très impressionnantes, Ridley Scott a pourtant évacué le contexte politique, le point de vue somalien et l'aspect négatif du raid, qualifié de désastre politique par Bowden lui-même. J'ai surtout voulu mettre en scène l'anatomie d'une guerre moderne, justifia Ridley Scott de son côté, ajoutant « La Chute du Faucon Noir est un film clinique, aussi proche du documentaire que possible ». Dans une interview accordée aux médias français L'Express, à sa sortie, Mark Bowden volera au secours de Scott, accusé d'avoir livré une version sans vraiment de nuances des faits. Ridley Scott a fait tout ce qu'il a pu pour montrer que l'ennemi n'était pas qu'une bande de rebelles et qu'il y avait une logique derrière leur combat, a-t-il déclaré. 23 ans après sa sortie, et loin de toutes les polémiques, La Chute du Faucon Noir reste un des meilleurs films de Ridley Scott, qui a moins que jamais envie d'arrêter le cinéma malgré ses vaillants 87 ans au compteur. Das Boot de Wolfgang Petersen, un chef-d'œuvre absolument insubmersible. Lieutenant et travaillant au service de la propagande dans l'Allemagne nazie, Lothar G. Buchheim fut affecté en 1941 au sous-marin U-96 en qualité de correspondant de guerre. De cette expérience aussi riche que douloureuse, naîtra son roman publié en 1973 en France, qui fut un triomphe en librairie, le Styx. 8 ans plus tard, il fut adapté à l'écran par le regretté Wolfgang Petersen, qui connaîtra avec ce film la consécration internationale. Certes, il y a déjà eu des films de sous-marins avant Das Boot, qui constitue d'ailleurs un sous-genre du film de guerre. Mais autant le dire sans détour, le film de Wolfgang Petersen reste non seulement 43 ans après sa sortie le maître étalon du genre, mais aussi le meilleur film du cinéaste. Gorgé de séquences tendues à craquer, l'odyssée et le calvaire de ces 42 sous-mariniers commandés par le formidable Jürgen Prochnov est rendu d'autant plus passionnant que le cinéaste fait un brillant usage de la Steadicam, qui se faufile partout dans le sous-marin, donnant le sentiment au spectateur de vivre littéralement confiné jusqu'à la claustrophobie.
Production 100% allemande, ce qui n'était initialement pas le cas, puisque la Columbia devait coproduire le film, Das Boot fut l'un des plus gros succès de l'histoire du cinéma allemand à l'international, et fut même cité à l'Oscar dans 6 catégories majeures, dont meilleur réalisateur, meilleure photographie et meilleur scénario adapté. Un chef-d'œuvre qu'on apprécie encore plus dans sa version Director's Cut de 3h29, sur laquelle Petersen avait travaillé en 1997. Les adorateurs de cet immense film auront bien entendu complété celle-ci avec la version longue de 5 heures, qui fut montée pour la télévision allemande en 1985, en 6 épisodes de 50 minutes. Une version qui fut éditée en DVD chez nous il y a 20 ans. Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Un hallucinant périple au cœur des ténèbres. Apocalypse Now, ou l'œuvre d'un démiurge de 40 ans à qui on ne refusait rien ou presque depuis son immense succès avec Le Parrain et sa suite. Après Apocalypse Now, j'ai réalisé que je ne serai plus jamais un jeune réalisateur, déclara Francis Ford Coppola alors qu'il présentait son film au Festival de Cannes, d'où il repartira auréolé de la Palme d'Or, ex aequo avec Le Tambour. Aucun autre film des années 70 n'a attiré à ce point l'attention avant même que le film ne sorte. Il est aussi impossible de dissocier le succès incontestable du film des circonstances hallucinantes qui ont entouré sa création. Prévu pour durer 6 semaines, le tournage s'est étalé sur 16 mois, entre mars 1976 et août 1977. Situés aux Philippines, les plateaux de tournage ont dû subir rien de moins qu'un ouragan, la crise cardiaque de l'interprète principal Martin Sheen, caché à la production par un Francis Ford Coppola terrifié à l'idée d'un arrêt du film, l'attitude de Marlon Brando, qui ne connaissait pas son texte et avait à peine lu le script avant de débarquer, les problèmes de drogue divers et variés. Décrit par de nombreux témoins comme de plus en plus mégalo et paranoïaque au fur et à mesure du tournage, Francis Ford Coppola a investi une grande partie de son argent personnel dans l'aventure, menacé à plusieurs reprises de se suicider et perdu plus de 40 kilos. Le résultat, une hallucinante et hypnotique plongée dans les méandres de l'âme humaine jusqu'au cœur des ténèbres, là où réside désormais Marlon Brando, qui livre ici une des plus extraordinaires compositions de son immense carrière. L'horreur a un visage. Et il faut se faire une amie de l'horreur. La ligne rouge de Terrence Malick, le retour d'un cinéaste de légende après 20 ans d'absence. La bataille de Guadalcanal fut une étape clé de la guerre du Pacifique. Marquée par des affrontements d'une violence sans précédent, elle opposa durant de longs mois Japonais et Américains au cœur d'un site paradisiaque habité par de paisibles tribus mélanésiennes. C'est le cœur même du film de Terrence Malick, La Ligne Rouge, adapté d'un fameux roman écrit par James Jones et publié aux États-Unis en 1962. En 1999, Il faut sauver le soldat Ryan fait une razzia aux Oscars en remportant 5 statuettes. La Ligne Rouge, qui marque le grand retour de Terrence Malick au cinéma après 20 ans d'absence et ses sublimes moissons du ciel, reste condamnée à l'obscurité avec 7 nominations aux Oscars et pas une seule récompense ce soir-là. Pas même celle de la meilleure photographie pour souligner l'exceptionnel travail du chef opérateur John Toll qui passait parfois des heures entières à attendre la bonne luminosité. Une absence de récompense d'autant plus dommageable que La Ligne Rouge est un exemple bien rare de film de guerre doublé d'une puissante réflexion philosophique produit en grande partie par une major. Un vrai risque qui n'a malheureusement pas payé, puisque le film n'a même pas rapporté 100 millions de dollars au box-office mondial, là où le film de Spielberg en rapportera plus de 480 millions. Dans ce sublime poème et réflexion sur la culture et la nature, qui donne et qui reprend, sur la survie et la mort au milieu d'une nature hostile, sur la pensée et le langage, sur l'humanité et l'inhumanité, Malick plante une fabuleuse galerie de personnages incarnés par un véritable who's who du cinéma et qui finissent tous, au bout du compte, par être engloutis par les forces vengeresses de Mère Nature. Le monde et la vie ne font qu'un, disait le grand philosophe du langage Ludwig Wittgenstein. Un auteur dont Malick est un profond admirateur, lui-même ancien professeur de philosophie. Et une pensée que le réalisateur fait merveilleusement sienne avec cet immense film, sublimé par l'hypnotique musique du prolifique Hans Zimmer, qui signe peut-être ici la plus belle bande originale de sa carrière. Mémoire de nos pères et Lettres d'Iwo Jima de Clint Eastwood. Un point de vue unique dans le cinéma américain. Entre février et mars 1945, les États-Unis lancèrent une attaque navale, terrestre et aérienne de grande ampleur contre l'île d'Iwo Jima, occupée par 22 000 combattants japonais. C'est la seule bataille terrestre de la guerre du Pacifique où les États-Unis ont vu plus de leurs soldats que de Japonais mis hors de combat. Ils eurent 25 000 pertes, dont 6 821 morts. Côté japonais, le bilan fut absolument effroyable, il ne resta que 1083 survivants sur les 22 000 défenseurs de l'île. Cette terrible bataille, une des plus célèbres de cette guerre, documentée d'ailleurs par des images d'archives en couleur, est aussi au cœur de Lettres d'Iwo Jima. Sorti en 2006 et réalisé par Clint Eastwood, scénarisé par Iris Yamashita, Paul Haggis et Tadamichi Kuribayashi, le film relate les événements en adoptant le point de vue japonais des faits. Plus particulièrement celui du commandant en chef japonais en charge de l'organisation des défenses de l'île, incarné par un extraordinaire et admirable Ken Watanabe. L'œuvre a en effet été conçue comme le second volet d'un diptyque, le premier étant Mémoire de nos pères, qui adoptait le point de vue américain des événements.
Eastwood expliquait ainsi ce souci d'impartialité encore trop rare dans le paysage formaté hollywoodien. Dans la plupart des films de guerre que j'ai vus au cours de ma jeunesse, il y avait les bons d'un côté, les méchants de l'autre. La vie n'est pas aussi simple, et la guerre non plus. Nos deux films ne parlent ni de victoire, ni de défaite. Ils montrent les répercussions de la guerre sur des êtres humains, dont beaucoup moururent bien trop jeunes. Les deux films n'ont hélas pas été des succès au box-office. Mémoire de nos pères n'a rapporté que 65 millions de dollars, Lettre d'Iwo Jima a à peine mieux marché avec 68 millions de dollars. Une cruelle injustice qu'il est temps de réparer si vous n'avez jamais vu ces superbes contributions au genre du grand Clint Eastwood. Croix de fer de Sam Peckinpah, l'unique contribution au genre d'un réalisateur maltraité par Hollywood. En 1998, la presse et le public saluèrent, entre autres qualités, le terrible réalisme de la séquence du débarquement d'Il faut sauver le soldat Ryan de Steven Spielberg. Des scènes parfois insoutenables, des corps déchiquetés ou carbonisés, au milieu desquels les balles sifflaient et pénétraient les chairs. Pourtant, c'était un peu vite oublié que 21 ans plus tôt, Sam Peckinpah faisait déjà aussi fort avec Croix de fer, unique film de guerre du réalisateur et un des plus grands films de guerre jamais réalisés. Un film à la violence paroxystique que le cinéaste n'aimait pourtant pas et voulait justement en dégoûter les spectateurs, contrairement aux commentaires stupides de l'époque qu'il accusait de la glorifier tout au long de sa carrière. L'histoire de Croix de fer se déroule en 1943 sur le front russe. Les armées allemandes battent partout en retraite. Au régiment que commande le colonel Brandt arrive un nouveau commandant de bataillon, le capitaine Stransky, aristocrate prussien qui s'est porté volontaire pour le front russe dans le seul but d'obtenir la croix de fer, symbole convoité de bravoure. Mais une antipathie profonde s'instaure aussitôt entre lui et le sergent Steiner, un baroudeur aimé de ses hommes et qui méprise les officiers. Peckinpah se heurta à de très nombreuses difficultés pour ce film, entre un scénario remanié plusieurs fois, un tournage en Yougoslavie avec une équipe cosmopolite, ce qui entraîna des problèmes de communication, ou encore un financement insuffisant. Il parvient pourtant à délivrer un film d'une force implacable, violemment antimilitariste, dépouillé de toute grandeur et de tout héroïsme. Sans oublier qu'il adopte le point de vue du soldat allemand, ce qui est bien rare à l'époque de sa sortie en 1977. Magnifié par le formidable travail du directeur de la photo John Coquillon et la science absolue du montage de Peckinpah qui décuple la force de son œuvre, le film offre aussi l'occasion de voir un puissant face-à-face entre un immense James Coburn qui se trouvait trop vieux pour le rôle à 48 ans et Maximilien Schell qui incarne le capitaine Stransky. Un affrontement qui trouve un dernier écho dans un échange aussi bref que sublime. Je vais vous montrer comment un officier prussien sait se battre. Et moi, je vais vous montrer comment ça se gagne une croix de fer. Maintenant qu'on vous a remis en tête quelques-uns des plus grands films de guerre du cinéma en brassant large, quel cinéaste mérite selon vous la place de meilleur réalisateur de films de guerre ? Ici, on vous avoue avoir un petit faible pour Stanley Kubrick, mais le choix est d'une difficulté redoutable. Et vous en pensez quoi ? Je ne sais pas.